Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition spéciale. Bonsoir David. Bonsoir Philippine. Il y a quelques mois, à l'automne, le gouvernement a voté une loi concernant l'immigration, une loi qui a également modifié les conditions du regroupement familial. On en a beaucoup parlé, on en avait déjà beaucoup parlé au moment même de la création d'un ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Le week-end dernier, dimanche dernier précisément, l'Église catholique, quant à elle, célébrait la journée mondiale du migrant et du réfugié. Alors pour parler ce soir avec nous de ces questions, et en particulier de la vérité de la vie des migrants et des réfugiés qui viennent en France, de ceux qui y vivent déjà. 4 invités avec nous sur ce plateau. Je vous les présente, le père Stéphane Joulin. Bonsoir mon père. Bonsoir. Vous êtes responsable de la pastorale des migrants pour la Conférence des évêques de France. Un petit mot sur ce qu'est la pastorale des migrants. C'est un service au sein de la Conférence des évêques qui assure cette sollicitude de l'Église envers les migrants et cette attention à ce qu'ils trouvent leur place dans notre société, dans notre Église. Avec nous également Laurent Giovannoni, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de la CIMAD. Qu'est-ce que c'est que la CIMAD? La CIMAD est une association créée il y a maintenant près de 70 ans par des mouvements de jeunesse protestants et orthodoxes et qui, depuis sa création, œuvre à l'accueil et à la défense des droits et de la dignité des personnes migrantes, sans-papiers, demandeurs d'asile, réfugiés. Et donc qui, à travers toute la France, fait cette action quotidienne en lien avec tout un tas de partenaires, dont des partenaires des mouvements chrétiens, catholiques ou laïcs, auprès donc des étrangers et des demandeurs d'asile. Avec nous également ce soir Laurence Blin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée des relations interculturelles à la mairie de Bobigny. Concrètement, quelle est votre mission ? Donc, je suis chargée notamment de travailler sur les questions en direction des sans-papiers, mais aussi des personnes étrangères qui souhaitent acquérir la nationalité française ou qui rencontrent des difficultés qui sont nombreuses dans la vie quotidienne. Donc, à ce titre, je pourrais vous en parler plus concrètement et puis aussi travailler à la rencontre des cultures. Voilà. Avec nous également Catherine Vittel de Winden, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur au CNRS. Vous êtes notamment l'auteur d'un atlas des migrations paru en 2005. On y reviendra et vous nous aiderez à comprendre qui sont les migrants d'aujourd'hui, d'où viennent-ils et quels sont les grands circuits de migration dans le monde. Nous allons commencer cette émission par l'entretien que vous avez réalisé avec Brice Hortefeux, le ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du co-développement que vous avez rencontré hier dans ses bureaux rue de Grenelle à Paris. Alors on l'a beaucoup lu et entendu ces derniers mois, les églises chrétiennes se montrent très critiques à l'égard de la politique du ministre lors de l'adoption du projet de loi sur l'immigration cet automne. Les évêques de France et puis le Vatican, c'est plus rare, ont exprimé de très sérieuses réserves. Nous avons donc demandé à Brice Hortefeux de s'expliquer devant nos caméras sur quelles valeurs repose son projet politique. Est-il en accord avec la vision chrétienne du monde? Et puis le ministre écoute-t-il la voix des chrétiens sur ce terrain de l'immigration? Nous vous proposons donc de visionner l'intégralité de cet entretien. On se retrouve dans 40 minutes avec la réaction de nos invités en direct en plateau. À tout à l'heure. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de nous recevoir. Vous êtes depuis bientôt 1 an ministre en charge de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Alors si vous le voulez bien, comme vous avez à plusieurs reprises reproché aux médias et à plusieurs de vos interlocuteurs de focaliser l'attention du public sur telle ou telle mesure particulière au détriment de la compréhension, de la cohérence de votre politique, nous allons vous demander de nous expliquer la cohérence de cette politique et les différents éléments dont vous avez la charge. Et puis nous vous interrogerons également bien sûr sur vos relations avec les églises chrétiennes après notamment la publication de la lettre que vous avez adressée aux évêques de France il y a quelques semaines. Enfin, nous essaierons de tracer quelques perspectives pour un plus long terme. Alors, moi j'aimerais commencer, Monsieur le Ministre, par l'intitulé même de votre ministère. Il est bien long et il me semble qu'il y a dans cet intitulé plusieurs éléments de nature différente. Oui, d'abord, juste un point de précision sur ce que vous venez de dire. Moi, je n'ai pas reproché aux médias. Moi, je ne reproche pas aux autres les carences ou les imprécisions. Et s'il y a eu carence ou imprécision, je m'en impute la responsabilité à moi-même. Vous avez regretté. Donc, c'est vrai que j'ai regretté que l'on ne comprenne pas mieux la cohérence, l'articulation de ce ministère. D'abord, première réalité,
c'est que la quasi-totalité, par exemple, des pays d'Europe avaient un ministère ou un secrétariat d'État à l'immigration, ce qui n'était pas le cas en France de manière autonome. La deuxième réalité, c'est que parler d'immigration sans parler d'intégration, c'était sans doute une erreur. Et le président de la République a donc souhaité qu'il y ait à la fois cette notion d'immigration et d'intégration pour une raison simple, c'est que pour réussir l'intégration, il faut maîtriser l'immigration. Il y a une troisième réalité, c'est l'identité nationale. L'identité nationale, c'est d'ailleurs un engagement fort qui a été pris par Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle et qu'il a donc concrétisé au lendemain de l'élection présidentielle en confiant cette notion, qui ne correspond naturellement pas à une administration, c'est un concept, mais un concept très important, à ce ministère. Et d'ailleurs, l'identité nationale, ça ne doit absolument pas être compris comme quelque chose de défensif. C'est au contraire la reconnaissance d'une caractéristique sans doute de notre pays. On n'est pas les seuls, mais c'est quand même propre à notre pays. C'est à la fois l'héritage de notre patrimoine, et dans notre patrimoine, il y a l'immigration, puisque nous sommes un pays très ancien de terre d'immigration et donc d'intégration, et en même temps la préservation de l'équilibre de notre communauté nationale à l'avenir. C'est ça l'identité nationale. Et enfin, il y a le co-développement. Pourquoi a-t-on accolé ainsi le co-développement à l'immigration? Pour une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui, 2 immigrés sur 3 en réalité proviennent du continent africain, Maghreb et subsaharien. Et sur ce continent, sur les 900 millions d'habitants que compte l'Afrique, il y en a la moitié qui a moins de 17 ans, un tiers qui vit avec moins d'1 euro par jour, et que donc si l'on ne bâtit pas ensemble un avenir à la jeunesse de ce pays, de ce continent, et de ces pays et de ce continent, eh bien, naturellement, tout sera impossible. Et donc c'est pour ça qu'il y a une très grande cohérence, une très grande articulation, immigration, intégration, identité et co-développement. Alors la mission de ce ministère, c'est quoi? C'est quoi le résultat? Il se mesure comment? Bon, d'abord, il a fallu créer ce ministère. Créer un ministère, c'est une aventure. Parce que jusque-là, c'était des compétences qui étaient éparses. Et il y avait les titres de séjour, l'ordre public, les reconduites, qui étaient la compétence du ministère de l'Intérieur. Il y avait l'intégration, les naturalisations, qui relevaient du ministère des Affaires sociales. Il y avait le co-développement, qui en réalité dépendait du ministère des Affaires étrangères. Il a donc fallu, dans un premier temps, organiser la création de ce ministère pour lui donner toute sa cohérence. Et donc, ça a été la première étape. Et la mission, elle est très simple. C'est de bâtir et de préserver la cohésion de notre communauté nationale demain. Vous savez, c'est un ministère d'équilibre. Il y avait un poète que vous connaissez, qui est René Char, et qui disait, qui a écrit à un moment donné, un mot et tout est gagné, un mot et tout est perdu. Et je n'ai pas encore trouvé le mot qui permette de tout gagner, mais je sais qu'il y a des mots qui pourraient tout faire perdre. Et donc ça signifie que j'avance dans l'exercice de ces responsabilités, d'abord en me posant des questions. Je suis naturellement, comme tout un chacun, en proie aux interrogations, parfois aux doutes. Parfois aux doutes parce qu'il m'arrive de prendre des décisions qui sont parfois douloureuses, qui sont souvent fermes, mais que j'espère toujours justes. Mais ça veut dire que quand je me lève le matin, je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour être utile? Utile, humain, juste, équilibré. Eh bien, c'est ça la politique qui m'est demandé de mener. Alors, si vous voulez bien, j'aimerais qu'on reprenne chacun des 4 intitulés de votre ministère de manière un petit peu plus précise, en commençant par l'immigration. Vous avez parlé d'immigration régulée, on entend parler aussi d'immigration choisie. J'aimerais comprendre ce que ça veut dire. D'abord, il faut avancer avec des principes. Les principes, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont clairs et simples. Premier principe, c'est que la France, comme tous les autres pays du monde, ni plus ni moins, a le droit de choisir qui elle veut ou qui elle peut accueillir sur son territoire. Et il y a des personnalités beaucoup plus importantes que moi, et d'origine partisane, d'origine politique différente que moi, comme par exemple Michel Rocard, qui ont dit à juste titre que la France ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde. Si on le pouvait, tant mieux. Mais la réalité de notre situation économique, nous sommes, j'allais dire, une grande puissance moyenne.
On est une grande puissance, qu'on est dans les 5 puissances mondiales, mais en réalité, par rapport aux géants que sont les États-Unis, que sont la Chine et ainsi de suite, on est une puissance moyenne. Donc, premier principe, c'est que la France doit pouvoir, comme tous les autres pays du monde, déterminer, choisir qui elle peut accueillir ou qui elle veut accueillir. Ça, c'est le premier principe. Il y a un deuxième principe, c'est que dans notre pays, être en situation légale ou être en situation illégale, ce n'est pas la même chose. Avoir des papiers, avoir un titre de séjour, ou venir sans papier, sans titre de séjour, c'est-à-dire sans autorisation, sans y avoir été invité, ce n'est pas la même chose. Ça signifie qu'un étranger en situation irrégulière a vocation à être reconduit dans son pays d'origine de manière volontaire, je le souhaite dans la plupart des cas, ou de manière contrainte, tout en tenant compte naturellement des situations particulières. Pardonnez Donc ce le sont les poncif, deux mais principes. on choisit rarement d'être en situation irrégulière. Mais je ne sais pas comment vous organisez votre vie, mais j'imagine que lorsque vous avez quelqu'un qui vient chez vous, c'est parce que vous l'y avez invité. Ce qui est valable pour tout un chacun de nous est valable aussi pour une communauté. Et il n'y a pas là de contradiction avec, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais de mémoire, l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme sur le droit de circuler librement, par exemple? Non, il n'y a pas de contradiction. Ça, c'est un autre aspect, c'est sûr, ça peut concerner le groupement familial, ainsi de suite. Mais il n'y a pas de contradiction. Chaque pays doit pouvoir choisir qui il veut ou qui il peut accueillir sur son territoire. Alors, il y a des règles. Qui la France veut-elle accueillir sur son territoire? D'abord, elle veut accueillir ceux qui en ont fait une demande et qui viennent en respectant les règles. Vous avez, ne croyez pas une seule seconde, que la France est un blocos fermé dans lequel personne ne rentre, personne ne sort, personne ne passe. Vous avez sur, en gros, 160 à 170 000 titres de séjour qui sont délivrés chaque année. Donc ça veut dire qu'il y a un nombre important de personnes qui viennent. Le problème aujourd'hui, c'est que plus de la moitié proviennent en réalité du regroupement familial. Et il faut donc rééquilibrer. Il ne faut pas supprimer le regroupement familial, puisque pour des raisons humaines, cela n'est pas possible, mais il faut rééquilibrer vers davantage d'immigration économique. Vous en avez modifié les conditions il y a peu. Progressivement, j'ai modifié les conditions du regroupement familial, on peut en parler maintenant si vous souhaitez, de manière à ce que ça soit plus juste, plus transparent et plus utile. Quelle était la situation jusque-là? Vous aviez un étranger, je parle d'un étranger en situation légale, qui vivait sur le territoire français et qui voulait faire venir sa famille. Prenons l'exemple d'un Sénégalais ou d'un Malien, parce que ce sont des pays qui ont un fort contingent présent en France. Il pouvait faire venir sa famille dans le respect de certaines règles, mais on ne se préoccupait pas de savoir si la famille parlait la langue française, on ne se préoccupait pas des conditions d'accueil, c'est-à-dire des conditions de logement, on ne se préoccupait pas des conditions de revenus. Et c'est ce que la loi que j'ai fait voter, qui a été, il faut bien le reconnaître, un peu masquée sur le débat qu'il y a eu sur l'ADN. Et moi j'affirme que ma politique ne peut pas se résumer à des chiffres, celui des éloignements, ou à un sigle comme l'ADN. Ça va naturellement beaucoup plus loin. Et donc ma loi a modifié cela. C'est-à-dire que maintenant, si un étranger veut faire venir sa famille en France, il y a en amont sur le territoire un test de langue qui est pratiqué. Pourquoi? Parce que quand on veut parler d'intégration, comment le faire si on ne pratique pas un minimum de langue? Moi, ce que je veux, c'est que la mère de famille, quand elle arrive sur notre territoire, elle puisse connaître les rudiments de français pour faire ses courses, pour dialoguer avec ses voisins, et pour accompagner à l'école, comprendre le mécanisme scolaire des enfants. Il ne s'agit pas de demander à la mère de famille de faire des logarithmes. Il s'agit que la mère de famille. Et on ne peut pas lui apprendre quand elle arrive ici? Mais c'est mieux si c'est fait en amont. C'est mieux si c'est fait en amont. Parce que vous avez aujourd'hui à peu près le tiers, enfin 30%, entre 27 et 30% des étrangers qui arrivent sur notre territoire qui ne disent pas un mot. Et donc je termine juste. Ne pas parler la langue, c'est être certain de ne pas trouver d'activité professionnelle. Alors qu'il y a des gisements d'activité professionnelle, notamment dans les aides à la personne, qui est un besoin croissant pour nos sociétés. Et donc la personne, si elle apprend quelques mots avant de dire c'est un test, ça je vous garantis, ce n'est pas la dictée de Bernard Pivot, c'est vraiment du français basique. Ou alors si on ne fait pas ça, ça veut dire qu'en réalité on ne se préoccupe pas de l'intégration, et finalement on encourage le communautarisme à l'anglo-saxonne. Si le Malien, la Malienne qui arrive avec sa famille ne parle que la langue peul, eh ben elle parlera le peul avec ses compatriotes. Il n'y a pas de possibilité d'intégration. Ensuite, le logement. Parce que ce n'est pas la même chose que de pouvoir accueillir ou ne pas pouvoir accueillir.
On avait des exemples de familles de 7 enfants, des familles de 7 personnes qui vivaient dans 15 mètres carrés. Tout simplement parce qu'on ne s'était pas préoccupé, savoir si la personne qui accueillait, le reste de sa famille, était capable de leur offrir un logement décent. Et troisième élément, le revenu. Pour les familles nombreuses, ça peut aller jusqu'à 1,2 le SMIC. C'est vrai, c'est un grand changement. Jusqu'à présent, le critère de revenu qui était pris en compte, c'était les revenus issus de tout, y compris de la redistribution et de l'assistance sociale. Non. Nous disons, pour accueillir le regroupement familial, pour faire venir sa famille, il faut que l'on puisse démontrer que l'on va la faire vivre des revenus du travail. Et on a pris 1,2 SMIC. Une des critiques à dire, mais pourquoi vous ne le faites pas pour les Français? Et parce qu'il y a une grande différence. C'est que quand vous êtes Français, si vous habitez Montauban, vous êtes dans une situation de difficulté à Montauban, mais vous avez votre famille à Montauban qui peut vous aider, les gardes des enfants, éventuellement vous donner un coup de main s'il y a une difficulté passagère. Tandis que là, pour une famille étrangère, c'est plus compliqué. Donc vous voyez, on a mis des critères, on a mis des conditions, mais ce sont des conditions qui en réalité démontrent que la générosité n'est pas là où on le pensait. Parce que c'est très facile de se préoccuper de rien, de dire venez, ça n'a aucune importance, mais ça aboutit au communautarisme, ça aboutit à la paupérisation, ça aboutit au refus d'intégration. Eh bien moi, je souhaite qu'on réussisse l'intégration. Alors, on va reparler d'intégration, évidemment. Un mot encore sur l'immigration. Là, depuis le début, on parle de l'immigration comme si il s'agissait uniquement de répondre à un phénomène qui existe et qui viendrait de l'extérieur. Mais y a-t-il en France un besoin d'immigration ? Vous faites sans doute allusion à des rapports qui s'annoncent. Je fais allusion à rien du tout, je pose la question. La réalité, elle est très simple. Alors, ce que disent les experts aujourd'hui, c'est que l'Europe, notamment, va se trouver confrontée à des difficultés de main-d'œuvre. Et la France, particulièrement, moins que les autres d'ailleurs, mais pour parler de la France, il y a aujourd'hui, dès à présent, des pénuries de main-d'œuvre dans différents secteurs, dans le bâtiment, dans les travaux publics, dans l'hôtellerie, dans la restauration et dans l'ensemble des services à la personne et dans un certain nombre d'autres secteurs. Ça veut donc dire que l'on a besoin effectivement d'une main-d'œuvre et vous savez que chaque année, il y a 470 000 offres d'emploi qui ne sont pas pourvues. Quelle est la politique que j'entends mener? Moi, encore une fois, j'avance avec beaucoup de prudence, beaucoup d'interrogations, mais en même temps sans aucune posture, sans aucun a priori, sans aucune idéologie, et avec le seul souci d'être à la fois juste, efficace et humain. Et donc, moi, je souhaite, par exemple, que le taux de chômage de la communauté immigrée ne soit pas si différent du taux de chômage de la communauté nationale. Aujourd'hui, et d'ailleurs c'est un succès, pour la première fois depuis une génération, depuis 1983, le taux de chômage est inférieur à 8%. Ça ne s'était pas produit pour la communauté nationale depuis 25 ans, depuis une génération. Le taux de chômage de la population immigrée, il est effroyable. Je parle de la population immigrée légale, celle qui est en des titres de séjour, qui a vocation à s'intégrer. Le taux de chômage est de l'entour de 22%. Dans les quartiers sensibles, il est de 42, un peu plus de 42%. Le chômage est 16-24 ans est aussi à ce niveau-là. Mais plus grave encore, quand vous prenez un diplômé de l'enseignement supérieur, le taux de chômage du diplômé de l'enseignement supérieur français d'origine est de 6%. Si c'est quelqu'un issu de la population immigrée, il est de 24%. Donc moi, mon objectif, la mission qui est la mienne, c'est précisément qu'on réussisse l'intégration. Et comment mieux réussir l'intégration que par la voie du travail, que par la voie de l'accès au travail, du combat contre le chômage. Et bien donc, la mission, encore une fois, que j'assume, que je revendique et que j'espère conduire à bien, en tout cas à mieux, eh bien, c'est que l'on rapproche le taux de chômage de la population d'origine étrangère de la population globale avec ces gisements d'emploi. Est-ce que cela veut dire que jusqu'ici, l'intégration en France a échoué? Moi, je suis convaincu que l'intégration a globalement échoué. Il y a toujours des initiatives locales, sympathiques, des initiatives associatives qui montrent qu'il y a des choses formidables. Il n'y a pas que du négatif. Et vous avez, par exemple, si vous regardez le taux de création des entreprises, il est 2 fois supérieur dans la population immigrée légale que dans le reste de la population. Donc tout n'est pas catastrophique. Il y a au contraire des bouffées d'optimisme et des lucarnes d'espoir. Mais il n'en demeure pas moins que globalement c'est un échec. C'est un échec en matière d'apprentissage linguistique. Et c'est un échec puisqu'il y a aujourd'hui, encore une fois, près du tiers, 27% de la population immigrée qui ne parle pas, qui ne maîtrise pas l'essentiel du français. C'est naturellement un échec dans la politique du logement.
C'est un échec dans la politique d'accueil des travailleurs migrants, puisqu'on est en suroccupation spectaculaire. Il y a plus de 20 000 personnes qui se trouvent en réalité dans des conditions totalement précaires et inadmissibles dans ces foyers. Et c'est un échec en termes d'emploi. Donc, la politique d'intégration, malgré toutes les bonnes volontés, malgré les initiatives individuelles qui sont parfois très encourageantes, aboutit globalement à un échec. La politique d'intégration, elle passe par le marché de l'emploi, vous venez de le dire, mais elle passe aussi probablement par la lutte contre ce qu'on a appelé la ghettoisation des banlieues, en particulier, donc par une politique de la ville. Est-ce qu'il y a du nouveau de ce côté-là? Est-ce que vous avez des projets particuliers? Oui, moi je ne veux pas rester les bras ballants. Encore une fois, moi, ma politique, ce n'est pas simplement les éloignements. Les éloignements en font partie, parce que c'est le message que j'adresse. Quand on est en situation irrégulière sur le territoire, on n'a pas vocation à y rester. Mon combat, c'est le combat contre les fraudes. Le fraude contre les marchands de sommeil, fraude contre les passeurs, véritables pirates des temps modernes qui rançonnent et qui exploitent, lutte contre le travail illégal, qui permet à des patrons voyous, immigrés ou français d'origine, en réalité d'exploiter, non-respect des droits syndicaux, non-respect de la durée hebdomadaire du travail, non-respect du salaire minimum, ce qui aboutit d'ailleurs à une concurrence faussée. C'est mon combat, mais mon combat, c'est aussi pour. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, en termes de logement, il existe ce que l'on appelle le contingent réservataire, c'est-à-dire le contingent de l'État dans les logements sociaux. Sans doute faut-il, en partenariat avec les associations d'élus, réfléchir à une répartition qui soit un peu différente, en tout cas qui empêche le communautarisme. Le communautarisme, j'en suis convaincu, moi c'est l'échec. On observe des pays qui l'ont fait, ils l'ont fait parfois de manière subie, mais je pense que ça conduit à l'échec. C'est en termes d'éducation. Par exemple, en termes d'éducation, vous avez des enfants d'immigrés qui arrivent, on leur demande de suivre une scolarité, mais ils ne comprennent pas bien le français. Comment voulez-vous qu'ils réussissent leur scolarité? Et naturellement, ils sont engagés inéluctablement dans le corner de l'échec. Et l'échec scolaire, ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, ils sont découragés. S'ils sont découragés, ils sont désœuvrés. S'ils sont désœuvrés, ils ont peut-être d'autres préoccupations en tête et ça peut aboutir à des difficultés, comme on en a connu au cours de ces années écoulées ou de ces semaines écoulées. Et donc, il faut faire ça en matière de logement, il faut agir en matière linguistique et tout ceci doit aboutir à l'emploi. C'est pour cela d'ailleurs que je crée un label de la diversité pour les entreprises qui accueillent, et il y en a un certain nombre. Ça se fait avec Claude Bébéard qui a créé la charte de la diversité, qui s'est impliqué de manière à ce qu'on intègre mieux dans les entreprises la diversité, la réalité de la société française. Eh bien, j'ai créé aussi ce label. Vous voyez, il faut agir en réalité sur le logement, il faut agir sur l'éducation, il faut agir sur la langue, tout ceci pour aboutir à l'emploi. Quelles que soient vos idées, l'intégration, ça tourne toujours autour de ces quatre sujets. Alors, pour aboutir à l'emploi, mais pour aboutir à l'intégration dans une communauté nationale, vous le disiez au début, et cette communauté nationale, il faut bien en définir l'identité. C'est d'ailleurs un des intitulés de votre ministère. Alors, j'aimerais, Monsieur le Ministre, que vous nous disiez ce qui constitue, selon vous, l'identité nationale. L'identité nationale, c'est une chose simple. D'abord, c'est l'héritage de notre patrimoine. C'est l'histoire des siècles qui nous ont précédés, qui est fait d'heures riches, qui est fait aussi d'heures sombres, et dans lequel l'immigration a joué un rôle. Puisqu'en réalité, l'immigration, quand je l'évoque, je dis 150 ans, mais on pourrait remonter à Léonard de Vinci. Notre pays a toujours été une terre d'accueil. Et d'ailleurs, les questions de quotas d'immigration, le débat n'est pas d'aujourd'hui. En 1932, un texte prévoyait pour les entreprises des quotas de salariés. Alors, ce n'était pas la même immigration qu'aujourd'hui. Et les années 30, dans leur relation avec l'étranger, étaient aussi particulières? C'était particulier. Enfin, en France, c'était relativement clair. Mais c'était une immigration à l'époque qui était italienne, qui était polonaise, qui était espagnole, qui était un peu différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Mais, qui ressortait d'un patrimoine européen commun. Donc, c'est un patrimoine, c'est la revendication de l'héritage de notre patrimoine, avec les questions d'immigration, et en même temps, l'identité nationale, c'est la préservation de l'équilibre de notre société. Vous savez, nous sommes une société ancienne, donc nous sommes une société fragile. Une société fragile, c'est une société dans laquelle on doit veiller à l'équilibre. Eh bien, c'est aussi la mission qui m'a été confiée. Il y a aujourd'hui dans notre société une peur de la mondialisation, une crainte de la mondialisation. Moi, je ne me reconnais pas dans cette crainte, mais je comprends cette crainte.
eh bien, un des moyens de surmonter les peurs liées à la mondialisation, c'est très certainement l'affirmation de notre identité nationale. Et d'ailleurs, moi, il y a eu un débat quand on a créé ce ministère, débat qui a été tranché par les électeurs d'ailleurs. Certains, c'est très curieux, ne respectent pas la démocratie. Ils ont contesté la création de ce ministère. Mais ce n'était pas une surprise du lendemain de l'élection présidentielle. Nicolas Sarkozy l'avait dit franchement, il l'avait dit clairement. C'était un engagement de campagne. Les Français l'ont ratifié. Ils l'ont ratifié très largement, à 53%. Il y a une enquête d'opinion au moment où ce ministère a été créé qui montrait que 72% approuvaient à la fois la dénomination et le contenu de ce ministère. Mais il y en a qui étaient réservés sur ce sujet. Mais je leur ai dit, je les ai réunis, notamment des historiens, on s'est mis autour de la table, parce que moi je cherche le dialogue, je cherche la concertation, je ne cherche pas au contraire la confrontation. Moi je crois que dans une démocratie moderne, le progrès c'est le dialogue et la concertation. Et parfois d'ailleurs le débat sur les idées. Et donc on s'est réunis ici même dans cette salle, et j'ai écouté les arguments des uns et des autres. Mais je leur ai dit, prenez en compte les appréhensions de la population sur la mondialisation et regardez comme l'identité, l'affirmation de l'identité, c'est un moyen de les surmonter. L'identité bretonne à une époque, c'était formidable, tout le monde trouvait ça bien. Moi qui suis auvergnat, peut-être que l'identité auvergnate aussi, on trouve ça bien. Il y avait, au moment de la constitution du ministère, la Gay Pride, l'affirmation de l'identité homosexuelle, tout le monde trouve ça formidable. Et l'identité nationale, il fallait la condamner. C'est bizarre comme raisonnement. Et moi qui me déplace beaucoup sur le continent africain, quand je vois le président du Mali, quand je vois le président du Sénégal, quand je vois le président du Bénin, ils affirment tous leur identité malienne, sénégalaise, béninoise. Pardon, monsieur le ministre, mais c'est étonnant. Être fier de l'identité nationale, pourquoi pas? Je ne suis pas sûre d'en avoir saisi la définition que vous lui donnez. Lorsque, il y a quelques semaines, et ça intéressera nos téléspectateurs, le président Sarkozy, à la basilique du Latran, prononce un discours dans lequel il explique que les racines de la France sont essentiellement chrétiennes et reprend dans ce discours l'expression jusque-là prononcée uniquement par des responsables religieux de France, fille aînée de l'Église. Est-ce que c'est constitutif de l'identité de la France, et comment concilier ça avec une immigration qui, par exemple, aujourd'hui, est essentiellement non chrétienne? Précisément, c'est la diversité française. Mais quand on reconnaît, quand on approuve la réalité de la société française d'aujourd'hui, qui est une société, encore une fois, diverse, mais cela donne d'autant plus de liberté pour rappeler une vérité, c'est-à-dire les racines chrétiennes de la communauté nationale et d'une grande partie d'ailleurs de la communauté européenne. Ce qui n'est pas possible, c'est de revendiquer ou de souligner les racines chrétiennes en faisant mine de négliger, d'oublier ou de passer par perte et profit tout ce que l'immigration apporte et a apporté. Donc aujourd'hui, prendre acte que la société française est effectivement diverse, que la deuxième religion de notre communauté nationale, c'est aujourd'hui la religion musulmane. Mais cela donne d'autant plus de liberté, d'espace, pour rappeler que cette réalité, c'est que la France puise ses racines dans la tradition chrétienne. Et en tout cas, je m'y reconnais, moi, totalement dans cette affirmation. Le ciment de l'identité nationale aujourd'hui, alors le service militaire a disparu il y a quelques années, on sait la crise de la transmission que connaît l'éducation nationale et l'ensemble du système d'enseignement. Quel est le ciment? Quels sont les éléments qui permettent d'adhérer à cette identité nationale? C'est un des défis qu'il faut relever. C'est vrai que la disparition du service national, qui est une mesure qui d'ailleurs s'inscrit dans une perspective européenne, mais la disparition du service national, dans lequel se côtoyaient en réalité toutes les origines, et c'est pas un slogan, c'est une réalité. Moi, je l'ai vécu. Moi, je faisais partie de ce qu'on appelle la classe 2, c'est-à-dire, je suis parti en février, c'est-à-dire en réalité celle dans laquelle il y a le moins d'étudiants, parce que ça perturbe la scolarité. C'était un moment où ça cafouillait un peu pour moi. Donc, je suis parti, mes parents m'avaient vivement encouragé à partir à ce moment-là, ils avaient sans doute raison. J'ai effectué une partie de service militaire avec des Français d'origine totalement différentes, de milieux sociaux totalement différents, de cultures totalement différentes et contradictoires, et d'origine aussi personnelle très diverses. Bon. Alors, c'est vrai que le service national a été supprimé. Est-ce qu'il a été remplacé? Il n'a pas été remplacé. Est-ce qu'il y a d'autres institutions qui peuvent
accomplir cette mission. Moi, je crois que l'éducation nationale a vocation à accomplir cette mission. C'est pour cela qu'il faut impérativement travailler main dans la main avec les services de l'éducation nationale. Et c'est ce que j'ai commencé à faire, par exemple, avec Xavier Darcos. Je vous donne 2 exemples. Un immigré qui arrive, qui ne peut pas suivre sa scolarité française, la scolarité classique française, parce que précisément il ne comprend pas, on est en train d'examiner dans le secondaire, début du secondaire, comment il peut y avoir des cours de soutien parallèles, d'apprentissage en réalité de la langue française, parce que c'est plus commode pour comprendre les cours. Et on examine aussi, toujours avec Xavier Darcos, comment on peut faire bénéficier les parents, si jamais il y a des difficultés, de ces soutiens en langue française. C'est un des éléments du Creuset. Mais c'est un défi qui n'est pas simple. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas simple qu'il faut renoncer. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas simple qu'il faut rester les bras ballants. Et donc il faut essayer, à la fois par volontarisme, détermination et par des mesures concrètes, de corriger et d'améliorer. Alors, le temps passe très vite sur ces sujets, il nous faut donc avancer. Et le 4e intitulé de votre ministère, il serait dommage de l'oublier, c'est celui du co-développement. Là encore, tout bêtement, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais c'est un volet essentiel. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas parler aujourd'hui d'immigration si l'on ne prend pas en compte la situation des pays terres d'émigration. Et d'ailleurs, la nouvelle politique d'immigration qui m'a été demandé de mettre en place, c'est une nouvelle politique. Pourquoi ? Et c'est tout simplement parce qu'auparavant, pendant des décennies, moi je ne jette pas la pierre, c'était comme ça que ça se faisait, mais pendant des décennies, le pays d'accueil se préoccupait exclusivement de son intérêt, exclusivement, il faisait son marché en quelque sorte, et le pays d'origine, le pays terre d'émigration, en réalité, sans le dire, était soulagé de voir une partie de sa population s'éloigner, partir, parce qu'il était allégé d'un fardeau démographique, économique, social, d'emploi, et ainsi de suite. Et la nouvelle politique d'immigration, c'est tout simplement une politique qui est une politique d'immigration choisie et concertée. C'est-à-dire que le pays d'accueil, la France, discute avec le pays d'origine. C'est pour cela que je suis très souvent dans les pays de terre d'émigration pour discuter avec eux. Alors, qu'est-ce que c'est le co-développement ? C'est une des composantes de l'aide publique au développement. D'abord, on ne dit pas assez, parce que parfois on est complexé. La réalité, c'est que la France fait beaucoup pour l'aide publique au développement. La France donne directement 9 milliards d'euros à l'aide publique au développement. Et si on prend l'échelon européen, c'est fondamentalement par l'intermédiaire d'un organisme qui s'appelle le FED. Et le FED, la France contribue à 23-24%. C'est-à-dire qu'on est une grande puissance qui aide beaucoup les pays en voie de développement. Notamment ceux qui sont d'anciennes colonies françaises. D'anciennes colonies, protectorats français. Et quelle est la différence entre l'aide publique au développement et le co-développement ? L'aide publique au développement, c'est en réalité l'aide de l'État à l'État, de l'État à un État, c'est-à-dire les grands projets. Le co-développement, c'est 2 choses. C'est d'abord des aides à des micro-projets, très concrets, très simples. Ça ne va pas s'enliser dans les sables. Par exemple, je viens de signer un accord de maîtrise des flux migratoires et de co-développement avec le Bénin. Eh bien, je verse 5 millions d'euros sur 3 ans, 15 millions d'euros, dont 3 millions sur 3 ans consacrés exclusivement aux équipements sanitaires des hôpitaux qui sont les hôpitaux de province du Bénin. Avec un suivi de l'usage des fonds ? Avec un suivi de l'usage. Et ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est qu'on s'appuie sur les communautés, les diasporas installées sur notre territoire. Il faut savoir que chaque année, les immigrés renvoient dans leur pays d'origine 8 milliards d'euros. Je vous donne le chiffre pour vous le compariez avec les 9 milliards d'euros d'aide publique au développement. Vous voyez, c'est à peu près la même chose. Il y a 1 milliard de différence. Donc ce sont des sommes très importantes. Le problème, c'est que ces 8 milliards d'euros sont consacrés dans leur tour au pays pour 80% à des dépenses de consommation. C'est bien la consommation, mais là aussi on construit sur du sable. Il faut que ça soit des dépenses plus d'investissement. S'il n'y a pas d'investissement sur ces pays, naturellement, la population n'aura pas d'autre perspective que de tenter de venir chez nous. Ça peut être de la consommation de première nécessité. C'est parfois de la consommation de première nécessité, mais il n'y a pas que cela. Et donc, ce que j'essaie de faire, c'est de réorienter l'épargne des migrants vers davantage d'investissement. Alors là, évidemment, personne n'en parle, et c'est bien de me donner l'occasion de parler, parce que là, naturellement, on s'intéresse qu'aux chiffres, aux lettres, tout comme ça. Là, par exemple, on a créé 2 choses. Le compte épargne co-développement et le livret épargne co-développement. Grosso modo, c'est le principe du compte épargne, enfin le livret d'épargne que chacun connaît, puisque quasiment tous les Français en ont. Et le deuxième aspect, compte épargne co-développement, c'est une sorte de plan épargne logement.
Eh bien, c'est-à-dire que la France fait un effort supplémentaire, puisque ce sont des avantages fiscaux qui sont ainsi donnés, ou des primes qui sont ainsi données, mais c'est un des moyens d'orienter cette épargne vers des investissements. Et c'est comme ça qu'on fonctionne, et c'est ça le co-développement. Tout cela est bel et bon, comme aurait dit Vous avez Candide. raison. Non, mais ne continuez pas, arrêtez-vous. Si c'est bel et bon, il faut s'arrêter là. Voilà. Je suis obligée de continuer encore 5 minutes, monsieur, parce que tout cela est bel et bon. Néanmoins, il semble que les églises chrétiennes, en particulier, n'adhèrent pas à la démarche qui est la vôtre, ou en tout cas à un certain nombre de mesures à l'intérieur de cette démarche. Alors d'abord, généralement, quel est aujourd'hui l'état de vos relations avec les églises chrétiennes, avec les évêques, auxquels vous avez écrit une lettre il y a quelques semaines? Oui, parce que j'ai été attentif, et je suis très attentif, par conviction personnelle, à ce que l'Église dit, et notamment sur ces sujets. Il m'est arrivé d'ailleurs de reprocher à l'Église de ne pas s'engager suffisamment. Moi, je crois à une Église qui s'engage. Et notamment, je l'avais dit, notamment à l'archevêque de Clermont, avec lequel je suis plus en contact, même si nous avons des différences. Monseigneur Simon, Hippolyte Simon, je lui avais dit, qui est vice-président de la commission, la conférence épiscopale, et je lui avais dit, mais qu'est-ce au moment du traité constitutionnel, l'Église qui était pour, qui voulait faire de la pédagogie, elle avait été très silencieuse au départ. Il a fallu attendre les derniers temps pour qu'elle s'exprime. Moi, je crois à une Église qui parle. L'Église, elle n'est pas en marge de la société, elle est dans la société. En revanche, les responsabilités ne sont pas les mêmes. D'abord, y a-t-il une opposition frontale? Non. La vérité, non. Et d'ailleurs, quand je regarde les textes de l'Église, et notamment les textes de la commission Justice et Paix qui était animée par Monseigneur Etchegaray au début des années 2000, il souligne clairement que c'est de la responsabilité des États de déterminer, encore une fois, qui l'État peut ou doit accueillir. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. J'ai été, naturellement, directement interpellé et concerné au moment de la loi sur le regroupement familial, et peut-être d'ailleurs certains se sont exprimés un peu trop rapidement. Monseigneur Simon, avec lequel par exemple j'ai des liens, a publié une tribune, mais il ne connaissait rien au sujet. Donc souvent, quand on ne connaît rien au sujet, ça permet... En tout cas, il était fortement hostile. Oui, mais vous savez, ne connaissant rien, ça permet d'avoir des positions définitives. Généralement, quand on connaît le sujet, on a des positions plus nuancées. Mais quand on ne connaît pas le sujet, ça permet de dire, voilà, c'est noir, c'est blanc, c'est bien, c'est mal. Non. Alors ce que j'ai fait, mais parce que je suis, encore une fois, attentif et respectueux de ce qui a été dit, ce que j'ai fait, j'ai souhaité m'adresser à chacun des évêques de France. Je ne me suis pas contenté de proposer à la Croix de publier la lettre. Je leur ai adressé à chacun une lettre auquel était joint ce texte. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire d'abord que je souhaitais qu'on comprenne la politique que je mène. Une politique, encore une fois, humaine et équilibrée dans toute la mesure du possible. Deuxième élément, que je comprenais que nos responsabilités n'étaient pas les mêmes. Et quand je dois aborder la question des sans-papiers, je comprends très bien qu'un homme d'Église ne puisse pas l'aborder exactement de la même manière que je le fais. Et je le respecte, mais je demande à ce que la compréhension se fasse de part et d'autre. Et d'ailleurs, je dois vous dire que j'ai écrit donc individuellement à chaque évêque, et que, par d'abord politesse, par courtoisie, chaque évêque m'a répondu, et j'ai lu avec attention des lettres. Certaines étaient des accusés de réception, très cordiaux, d'autres étaient des courriers argumentés, et certains d'ailleurs partageant les objectifs politiques, d'autres soulignant que s'ils comprenaient ma politique, ils ne pouvaient pas la partager totalement, ce qui montre que l'Église est diverse comme la société. Mais en tout cas, ce que je souhaitais, c'est montrer que je voulais le dialogue, et je crois que ça a été parfaitement compris. Je m'en suis entretenu avec notamment le président de la conférence épiscopale, son éminence, Monseigneur André 23. Dans votre lettre, vous invitez les évêques notamment à prendre position sur les dossiers en toute connaissance de cause. Vous mettez aussi en garde un peu plus loin contre une générosité hâtive. Considérez-vous que, de manière générale, les chrétiens pratiquent un angélisme béat sur ce dossier? Bon, d'abord, en toute connaissance de cause, encore une fois, je cite Hippolyte Simon parce que c'est une relation régulière avec lui. Mais je lui dis les choses suivantes. Vous vous émeuvez des tests ADN. Bah, moi, je suis très décontracté. Ce n'est pas moi qui l'ai introduit dans la loi. C'est d'origine parlementaire. Ça nous a d'ailleurs rappelé que le Parlement, ça pouvait servir à quelque chose. Des députés qui ont été élus au mois de juin, ils peuvent prendre des initiatives. Et donc, ça a été voté par une commission. Moi, je ne connaissais pas le sujet.
comme Hippolyte Simon d'ailleurs. Bon. Et donc je me suis penché, j'ai regardé, et j'ai dit à Hippolyte Simon, mais attendez, sur les tests ADN d'abord, la preuve de la filiation par l'empreinte génétique, c'est dans le Code civil depuis 1994. Si vous étiez contre, il fallait le dire en 1994, il fallait pas... je lui ai dit, comme c'était en direct, plus clairement encore que cela, mais il fallait peut-être bouger depuis 1994. Parce que depuis 1994, moi, j'ai rien entendu sur ce sujet. Bon. Donc, ce n'était pas une surprise. Et puis j'ai dit, il faut comprendre ce dispositif tel que je l'ai encadré, à la française, c'est en réalité un moyen, oui, de lutter contre les fraudes, c'est évident, mais c'est aussi un moyen de protéger ceux qui sont dans leur bon droit. Deuxième élément, oui, je cherche l'implication, je demande, j'attends l'implication de l'Église de France sur les sujets de société. L'Église de France doit être une grande voix, et si elle ne l'est pas, cette voix peut être prise par d'autres. Donc, je souhaite qu'elle soit présente naturellement dans l'expression, présente dans les quartiers, présente dans les prisons, présente dans le tiers-monde, parce qu'elle a une mission à remplir que je respecte. De fait, les chrétiens, dans les domaines qui sont les vôtres, sont sur le terrain très largement présents. Il y a des progrès à faire. Comme pour chacun de nous, il y a des progrès à faire. Non, il y a des communautés religieuses qui sont aujourd'hui plus actives. Et donc, il est important que l'Église de France renforce sa présence. Vous savez, moi, je reçois beaucoup de conseils. Ben là, permettez-moi d'en donner un. Est-ce que vous comprenez qu'un certain nombre des mesures, ou en tout cas de ce qu'on a entendu ici ou là ces derniers mois, ou ce à quoi on a assisté, puissent profondément perturber des consciences chrétiennes? Vous venez d'évoquer vous-même la question des tests ADN qui avait d'ailleurs grandement masqué l'ensemble du texte de loi, mais voilà, quand on entend qu'une famille de clandestins, dans le cadre d'un drame personnel, se jette par la fenêtre à l'arrivée de la police, c'est quelque... Pardonnez-moi, vous pouvez me dire laquelle? Non, j'en suis tout à fait incapable. Bien sûr, vous en êtes incapable, vous savez pourquoi. Vous le savez, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça ne s'est jamais produit. Il n'y a pas eu, en dehors du jeune Ilian cet été, il n'y a pas eu un drame qui a été causé par un contrôle de papier. Il y a eu des drames très douloureux, mais qui ont été dus à d'autres questions, à d'autres sujets. Il y avait des soupçons de trafic de stupéfiants, il y avait des soupçons de vol. Ce n'était jamais à l'occasion d'un contrôle de semblable. J'entends. Prenons alors un autre cas, qui sont par exemple les arrestations de parents en situation irrégulière dont les enfants sont scolarisés. Oui. Il y en a eu un certain nombre, comme ça, des polémiques, notamment sur le fait que ça puisse se passer à la sortie de l'école. Bon. Vous avez observé d'abord que depuis que je suis ministre, il n'y a pas eu une seule interpellation à la sortie des écoles. Ne croyez pas que c'est le fruit du hasard, ce sont des consignes que j'ai données. Mais en même temps, vous avez un principe mondial d'ailleurs, mais dans la France, pour lequel la France a été pionnière. C'est que tout enfant a le devoir et le droit d'être scolarisé. Mais est-ce que la scolarisation doit donner obligatoirement droit à un titre de séjour? Si je suis ce raisonnement, je crée en réalité une nouvelle filière d'immigration. Et mon objectif, ce n'est pas de créer de nouvelles filières d'immigration. Si un enfant est scolarisé, ça donne automatiquement droit à un titre de séjour pour les parents, c'est une nouvelle filière. C'est l'inverse. Donc j'essaie à la fois d'avancer avec beaucoup de pragmatisme et de justice. Quand il y a des questions qui se posent de cette nature, j'examine au cas par cas la situation, j'examine la capacité d'intégration, j'examine la situation des parents. Parce que dites-vous bien aussi qu'il y a beaucoup de fraude. Dites-vous bien qu'il y a aussi souvent de la malversation. Dites-vous bien que parfois il y a des vices cachés dans tout cela. Et donc, en revanche, pour ceux pour lesquels la situation est claire, la situation est limpide, dans lequel la scolarité était effectivement suivie, dans lequel cette scolarité pourrait être perturbée, le succès de cette scolarité et donc l'avenir de l'enfant pourrait être remis en cause, eh bien là, j'examine avec le souci d'être juste. Vous savez, encore une fois, ne pensez pas une seule seconde que je me lève le matin en me disant « Tiens, aujourd'hui, j'espère qu'on va faire pas mal d'expulsions ». Ce n'est pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est l'équilibre de notre société. Ça veut dire qu'on peut concilier des objectifs chiffrés, car il y en a, oui. Et l'attention aux personnes, aux drames personnels, à la dignité humaine. Mais pourquoi faut-il des objectifs chiffrés? Pourquoi faut-il ça? Tout simplement parce qu'il faut adresser des signaux. Il faut expliquer en France, comme vis-à-vis des pays partenaires, on n'a pas vocation à rester sur notre territoire si on n'y est pas invité.
si on n'y est pas en situation légale. Ce sont des messages qui sont ainsi adressés. Mais ce n'est qu'un des éléments, encore une fois, de la politique qui est menée. Un dernier mot, Monsieur le Ministre, avant de se quitter. On parlait de perspectives, vous en avez évoqué quelques-unes. On sait que la particularité de cette question de l'immigration et de l'intégration, c'est notamment de provoquer, de réveiller un certain nombre de peurs chez les Français. Vous parliez de la peur de la mondialisation. Il y a la peur de la mondialisation chez nous, ici en France, et de ses conséquences éventuelles. Comment pensez-vous qu'il soit possible de faire évoluer cette peur vers un autre sentiment et peut-être plus de confiance dans l'avenir? Et précisément, c'est que si on veut réussir l'intégration, c'est-à-dire la disparition de la peur de l'autre, ce n'est pas l'assimilation. Nous ne demandons pas à ce qu'on renonce à sa culture, ses traditions, ses convictions philosophiques, idéologiques, religieuses et autres. Mais si l'on veut réussir l'intégration, il faut à l'évidence maîtriser l'immigration. Parce qu'il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. Il ne faut pas se voiler la face comme on l'a fait pendant tant de décennies. Si je prends l'exemple de la Seine-Saint-Denis, voilà un département dans lequel les 2 tiers de la population sont d'origine étrangère, et d'ailleurs 1 tiers est étrangère. Ça veut dire qu'il n'y a qu'1 tiers de la population qui est d'origine française. Vous avez tous les ingrédients pour que ça se passe mal. Moi, je l'ai dit au président de la République du Mali. Je lui ai dit, je comprends les appréhensions, les inquiétudes qui sont les vôtres et le sentiment de solidarité que vous avez avec la communauté malienne française qui parfois, en nombre important, est en situation sans papier. Mais je lui ai dit aussi, comprenez la situation d'un département très important dans lequel il n'y a qu'1 tiers de la population qui est d'origine française et qui se trouve donc au milieu de pays d'origine donc très différentes, de cultures très différentes, de pratiques de la vie quotidienne très différentes, de confessions très, très différentes. Je dis, il faut que l'on prenne en compte de cela. Le pire, vous savez, c'est de se masquer la réalité. Et le rôle d'un responsable politique, c'est pas de cacher la réalité, c'est pas de faire comme si elle n'existait pas, en se disant c'est pas grave, mon successeur, lui, je le gérera sans doute, mais pour l'instant, ce que je veux, c'est qu'on ne fasse rien et que tout se passe bien. Moi, c'est pas comme ça que je conçois le rôle du politique. Le rôle du politique, c'est d'avoir la lucidité d'analyser les problèmes et d'avoir le courage d'engager des solutions. C'est ce que j'essaie de faire. Merci, Monsieur le Ministre, de nous avoir présenté votre vision de votre politique. Merci beaucoup. Voilà pour cet entretien avec Brice Hortefeux, ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Co-développement. Entretien, Philippine, que vous avez réalisé hier à Paris dans ses bureaux rue de Grenelle. Tout de suite, on va entendre les réactions de nos invités en direct sur ce plateau. Je rappelle que nous sommes avec le père Stéphane Joulin, responsable national de la pastorale des migrants. En face de vous, Laurent Giovannoni, secrétaire général de la CIMAD. Et puis à vos côtés, Laurence Blin, responsable des relations interculturelles à la mairie de Bobigny, élue PC. Et puis Catherine Vitol de Venden, directrice de recherche au CNRS, auteur de cet ouvrage, l'Atlas des migrations. C'est aux éditions Autrement. Alors oui, David, on va entendre les réactions certainement nombreuses et denses à en juger, je ne vous le cache pas, par les nombreuses réactions pendant l'audition de cet entretien réalisé avec Monsieur le Ministre. Mais avant de vous faire intervenir ici les uns et les autres, une précision. Vous avez entendu Monsieur Hortefeux exprimer des critiques assez vives à l'endroit de Monseigneur Hippolyte Simon, évêque du diocèse de Clermont et vice-président de la Conférence des évêques de France, qui avait fermement pris position contre notamment les modifications apportées par le ministre aux conditions du regroupement familial et singulièrement contre la pratique des tests ADN. Alors nous avons souhaité contacter Monseigneur Hippolyte Simon, qui ne souhaite pas alimenter une polémique stérile avec le ministre, mais qui nous prie de rappeler en particulier les éléments suivants, je le cite. Pour nous chrétiens, la famille repose sur le sacrement du mariage. Il y a donc une dimension sacrée. La famille est un sanctuaire et si l'on matérialise les liens familiaux, c'est qu'il y a un problème. Le recours à des tests signifie que la parole ne suffit pas. Le sanctuaire est pour nous profané. Fin de citation. Revenons-en maintenant à vos réactions sur ce plateau. Alors on pourra sans doute pas tout dire et il n'est pas question de reprendre cet entretien ligne à ligne, mais puisque Monsieur Hortefeux, à la fin de cet entretien, évoquait le département de Seine-Saint-Denis, j'ai envie de commencer par vous, Laurence Blin, à Bobigny. Alors qu'est-ce que ça vous évoque, ce que citait Monsieur le Ministre à l'instant ?
Bon, déjà, le maniement des chiffres sur les gens d'origine étrangère, enfin, les Français d'origine étrangère, etc., je crois que c'est quelque chose qui est manié sans arrêt pour alimenter la peur. D'ailleurs, il y a un problème dans les chiffres que cite M. Hortefeux, parce que ça fait 4 tiers. 2 tiers d'origine étrangère, 1 tiers d'origine française, 1 tiers d'étrangers, ça ne va pas. Donc, c'est quand même un exemple assez frappant de la légèreté avec lesquelles des choses graves sont maniées. Et c'est des discours qui font mal, parce que des jeunes qui sont nés dans ce pays, qui sont nés en Seine-Saint-Denis, qui sont français, qui pour beaucoup d'entre eux n'ont jamais vu le pays d'origine de leurs grands-parents pour la plupart, parce que c'est même pas de leurs parents, et qu'on leur répète sans arrêt qu'ils sont français d'origine, et ben ça finit par avoir des conséquences dans leur comportement, dans la vie sociale. Pour certains d'entre eux, ils refusent même qu'on les considère comme des Français alors qu'ils le sont. Que sont-ils, etc. Je crois que ces discours sont vraiment dangereux, et que ça a des conséquences dans la réalité humaine de milliers de gens. Oui, mais cette réalité multiculturelle, elle existe, sinon vous n'auriez pas cette délégation particulière à la mairie de Bobigny. Cette réalité multiculturelle, elle existe, dans le sens où les gens ont une culture, mais je crois que il faut finir par accepter que la France peut faire une richesse de ces différentes cultures. C'est pas juste un discours comme ça, angéliste, parce que je sais que c'est évidemment chaque fois ce qu'on peut nous renvoyer. Mais je crois que la rencontre de ces différentes cultures peut en créer une nouvelle. Et que, comme l'a très bien dit d'ailleurs M. Hortefeux, la France est une terre d'immigration, et que peut-être un des fondements de l'identité française moderne, de la nation française, c'est justement tous les apports de cette immigration. Parce que je vais prendre un exemple personnel. Ma grand-mère était espagnole, on ne dit jamais de moi que je suis une Française d'origine espagnole. Je discutais avec un jeune homme à l'issue du match qui a eu lieu au Stade de France, France-Algérie. Vous vous souvenez sûrement de ça. Où la Marseillaise avait été sifflée. Voilà, où il nous disait « moi je ne suis pas français ». Et je discute avec lui et je m'aperçois qu'il a exactement le même degré d'immigration que moi. Donc ça suffit. Ça suffit. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire, pardon, mais oui, est-ce que ça ne cautionne pas ce que dit M. Hortefeux quand il dit que l'intégration a échoué? Non, ça ne cautionne pas, parce que lui il dit que l'intégration, c'est réussir la disparition de la peur de l'autre. Or, il l'alimente sans arrêt en tenant ce discours-là. C'est vrai, si on veut en finir avec la disparition de la peur de l'autre, voilà, est-ce qu'on travaille vraiment sur la question du racisme, sur la question coloniale, parce qu'elle est incontournable, ou est-ce qu'on dit, bon, les gens ont peur, donc continuons à stigmatiser l'immigré, parce que c'est quand même ce qui a été fait à plusieurs reprises dans l'entretien. Je ne pense pas que stigmatiser l'étranger, mélanger les genres en disant que les gens d'origine étrangère, les sans-papiers, les immigrés, tout ça c'est pareil, parce que c'est quand même aussi... oui, il y a différentes choses, on va y revenir tout à l'heure, voilà, pour préciser donc, que... je pense que c'est au contraire continuer à alimenter la peur. Voilà. Et donc, en ce sens, je suis d'accord avec le fait que le racisme est un des principaux problèmes dans ce domaine de l'intégration. Je sens aussi que Laurent Giovannoni de la CIMAD a un certain nombre de remarques à faire après les propos du ministre. Oui, il y en aurait effectivement beaucoup, enfin il y en a beaucoup à faire. Je pense que la première réaction, c'est, après avoir écouté M. Hortefeux critiquer ou dire que Monseigneur Simon ne connaissait rien au sujet, j'ai envie de dire que, mon Dieu, que d'approximation dans l'interview de M. Hortefeux. Que d'approximation. Quand, juste un exemple, je l'entends dire qu'avant son gouvernement, il n'y avait aucune condition pour le regroupement familial, alors que les conditions de logement et de ressources pour le regroupement familial existent depuis la fin des années 70. Je me dis quand même, c'est un peu gros d'affirmer ce genre de choses. Alors certes, ils ont rajouté maintenant à ces conditions une condition de langue à apprendre dans le pays d'origine,
tout faire pour aider les gens à s'intégrer. Bien évidemment qu'on est, on est tout à fait d'accord sur cet objectif, mais enfin la méthode est complètement, je dirais, j'ai envie de dire, stupide. On sait pertinemment qu'on apprend le français en situation et pas dans un cours, dans une classe. N'importe quel parent d'élève le sait en France. Bon. Donc, quelque part, je dirais d'une certaine façon, on a un peu l'impression que qu'il a du mal à accepter une critique de sa politique, mais surtout une critique de sa méthode. C'est plutôt là-dessus que j'aurais envie de développer des éléments, mais peut-être tout à l'heure dans le débat. On reconnaît évidemment à ce gouvernement le droit de développer une politique d'immigration qui d'ailleurs n'a pas été cachée. Effectivement, elle a été annoncée à gros traits par Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle. Il la met en œuvre je dirais, en respectant à gros traits ce qui avait été annoncé. Il y a une légitimité politique, on ne conteste pas. Pour autant, ça ne les autorise pas à employer n'importe quelle méthode. Et sur cette méthode, il y aurait beaucoup de pas dire. Je viens d'évoquer le regroupement familial. À quoi bon et pourquoi non seulement valider, il se cache derrière le député Mariani pour dire c'est pas moi qui ai voulu l'ADN, mais s'ils avaient voulu s'y opposer, ils auraient pu. Ils ne l'ont pas fait. Donc, et il dit surtout que ça existe déjà, en fait. Oui, mais dans un cadre qui n'a strictement rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est dans un cadre purement judiciaire. Et il dit aussi que c'est basé sur le volontariat et que donc ça n'a pas d'incidence. En tout état de cause, s'ils avaient voulu, à un moment donné, arrondir un peu les angles, c'est-à-dire ne pas choquer de front un certain nombre de gens pour lesquels, et l'intervention de Monseigneur Simon est très juste, vraiment il y a quand même un certain nombre de valeurs qui sont essentielles et pour certains sacrées. Peut-être qu'ils auraient pu employer d'autres méthodes et dire effectivement l'ADN, ça ne sert à rien, et deux, on peut peut-être faire les choses d'une façon un peu plus douce. D'autres exemples, il n'arrête pas d'évoquer, je ne suis pas le ministère du chiffre, enfin, mais qui en permanence communique tous les mois sur l'objectif de cette année, c'est 25 000 expulsions. L'an prochain, ce sera 26 000. Dans 2 ans, ce sera 28 000. Ça fait 3 ans, parce que c'est effectivement pas Brice Hortefeux qui a commencé, c'est effectivement Nicolas Sarkozy, comme ministre de l'Intérieur, qui a commencé dès 2003-2004 à donner des objectifs chiffrés, à imposer ces objectifs chiffrés aux préfectures, aux services de police, qui, eux, sont sous une pression terrible. Mais, monsieur Giovannoni, si je vous comprends bien, ça veut dire que vous ne contestez pas la philosophie qui est celle du gouvernement, qui est de dire accueillir moins pour intégrer mieux, mais que vous contestez la brutalité de la mise en œuvre. On peut contester tout un tas de choses. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, compte tenu de... On est... Personnellement, enfin, nous sommes à la CIMA, nous ne sommes pas du tout sur cette philosophie de logique politique. Pour autant, on ne conteste pas le fait qu'aujourd'hui, elle a été effectivement dans les gros traits validée par l'élection présidentielle. Bon. Ça n'empêche pas d'avoir une critique de fond et d'avoir un travail de pédagogie de fond pour dire qu'il y a d'autres politiques possibles en matière d'immigration. Et c'est d'ailleurs une des choses sur lesquelles nous on a travaillé. On essaye de proposer des choses. On va y revenir tout à l'heure sur les propositions. Il y a d'autres politiques à innover et à inventer. Indépendamment de ce débat politique de fond sur la politique d'immigration, parce que faire croire qu'il y a qu'avant rien ne se faisait, faut pas exagérer. Il y a, et je pense que c'est la source aujourd'hui des tensions, des crispations, et sur ces sujets de crispation, il y aurait des choses qui pourraient changer très rapidement si les méthodes changeaient rapidement. Et là, ça peut être très rapidement modifié. Alors, on va évoquer au cours du temps qu'on a passé ensemble un certain nombre de situations concrètes de terrain. J'aimerais, avant entendre aussi la réaction du père Joulin, je rappelle que vous êtes responsable de la pastorale des migrants pour la Conférence des évêques de France. J'ai envie de dire, je force un peu le trait, mais que vous en avez un peu pris pour votre grade là, quand même. Non, parce que les critiques qu'il a apportées, on les a déjà entendues directement dans les entretiens qu'on a eus avec lui au moment de son projet de loi, quand on est allé d'abord le rencontrer pour lui laisser une chance de s'expliquer, tout justement sur son projet de loi. Et les arguments qu'il nous avait apportés à l'époque, comme ceux qu'il apporte ce soir, ne nous convainquent pas, parce que la vague des chiffres qu'il donne sont dans une grande proportion faux, ou erronés, ou détournés de leur sens. J'en prends un exemple. Il dit plus de 160 000 titres de séjour sont délivrés, dont la moitié sont au titre du regroupement familial, ce qui ferait à peu près 80 000 titres de séjour. Sauf qu'au titre du regroupement familial, c'est-à-dire des étrangers faisant venir leur famille étrangère, il n'y en a pas plus que 20-22 000 par an. Le reste, ce sont des Français qui ont des conjoints étrangers qui font venir leur famille, ou qui viennent de l'étranger, qui ne sont pas au titre du regroupement familial.
Donc c'est là où il faut sortir un peu de ces effets d'annonce, de ces effets de manche, et ça on l'avait repris avec lui dans l'entretien qu'on avait eu avec lui sur ces questions-là. Je vois qu'il revient comme d'habitude sur le fait qu'il attend de l'Église qu'elle s'investisse, qu'elle s'implique et autres et ceci, cela, il nous l'a dit aussi, mais il n'est pas forcément prêt à entendre ce que l'Église a à dire. Parce que c'est beau de dire dans une déclaration d'intention, oui, je veux que l'Église s'investisse sur l'Europe et tout ça, mais voilà, et de dire elle n'est pas assez impliquée, voilà, j'attendrai qu'elle s'implique un peu plus. Si l'Église parle aujourd'hui, c'est parce qu'elle est une véritable proximité avec cette population qui souffre. C'est parce qu'elle est présente dans les quartiers. C'est parce qu'elle est présente à Cherbourg. J'avais encore l'autre fois un délégué diocésain de la pastorale des migrants là. Parce que voilà, on a des gens qui sont là, qui vivent dans des blocos ou autres. Les polices font des descentes. Met du produit chimique sur leur couverture, ce qui fait que quand ils prennent leur couverture, ils sont brûlés. Enfin, des situations terribles d'atteinte au droit de vivre dans la dignité. Et cela, on l'a. Alors, peut-être que M. Hortefeux rêve d'une situation de l'époque de la Fondation des Lazaristes, par exemple, ou de M. Saint-Vincent, où l'Église a dû suppléer aux carences de l'État au niveau de la solidarité. Peut-être rêve-t-il de ces grands instituts de l'Église qui va venir faire de la solidarité, tenir les hôpitaux, être pour les bonnes âmes et autres, et eux faire ce qu'ils veulent. Avant d'aller plus loin, Père, excusez-moi de vous interrompre, peut-être que Catherine Vittel de Wenden peut nous apporter quelques précisions sur le profil des immigrés qui arrivent aujourd'hui en France. Qui sont-ils et surtout d'où viennent-ils ? Alors, qui sont-ils? Alors, tout d'abord, il faut distinguer entre l'immigration légale et l'immigration irrégulière. Et ce que n'a pas dit le ministre, c'est qu'une grande partie des irréguliers sont des gens qui sont entrés légalement sur le territoire français. C'est le cas d'ailleurs dans la plupart des pays du monde, mais aussi des pays européens. Ce sont des gens qui sont entrés comme touristes, qui ont prolongé leur séjour. Ce sont des gens qui sont entrés comme étudiants, qui n'ont pas réussi à avoir un titre de travailleur. Ce sont des gens qui sont entrés avec leur famille, mais qui ensuite se sont retrouvés en situation irrégulière quand ils ont atteint l'âge de la majorité. Donc une grande partie de l'immigration légale n'est pas une immigration totalement différente de l'immigration illégale, parce que beaucoup de ces irréguliers ont eu leur période de régularité du séjour. Donc ça, c'est un premier élément. D'autre part, une grande partie de ces migrations sont effectivement aujourd'hui le regroupement familial plus l'immigration matrimoniale. C'est à peu près 50% des entrées légales en France. Une autre partie de ces entrées, ce sont les gens qui sont les demandeurs d'asile et qui ensuite ont obtenu le statut de réfugié. Il y en a très peu d'ailleurs aujourd'hui, 20% seulement des demandeurs obtiennent le statut de réfugié, même si la demande d'asile a beaucoup baissé. On a des étudiants. On a des gens qui sont dans des situations de mobilité et qui ensuite repartent chez eux. Donc on a une très grande variété de profils migratoires. Et parmi les pays qui fournissent le gros de l'immigration en France au titre des entrées, on a bien sûr, pour une part, la poursuite des nationalités qui sont déjà présentes, c'est-à-dire l'immigration qui vient du Maghreb, l'immigration qui vient au titre d'ailleurs souvent du regroupement familial et d'autres pays francophones. Et puis on a toute une série de nouvelles migrations qui viennent du monde entier, qui sont le fruit de toute une série de crises et notamment par exemple la demande d'asile tchétchène, le Proche-Orient, le Moyen-Orient, l'Afrique subsaharienne qui est liée à toute une série de situations de conflit, d'instabilité, d'insécurité des gens dans la façon dont ils imaginent leur avenir. La plupart des gens viennent parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont aucun espoir de voir améliorer leur situation chez eux, pour ceux qui sont dans les situations les plus précaires. Et le facteur essentiel de
des difficultés d'intégration, c'est la précarité du séjour et donc l'absence de papier. Vous parliez à l'instant de cette immigration illégale, responsable de ce qu'on appelle le travail clandestin. Alors on a l'image de ces entrepreneurs peu scrupuleux qui exploitent des sans-papiers considérés comme des esclaves modernes. Ces situations existent bien sûr malheureusement, mais la réalité est souvent moins manichéenne. C'est ce que montre en tout cas le dernier film du réalisateur britannique Ken Loach, It's a Free World, c'est son titre, raconte l'histoire d'Angie. Angie, une jeune femme ambitieuse qui monte un cabinet de recrutement. Elle profite en fait d'une main-d'œuvre clandestine, mais à qui elle croit profondément et sincèrement venir en aide. Je vous propose de visionner un extrait de ce film quand Angie propose d'aider une famille iranienne qui vit illégalement en Grande-Bretagne. On regarde. Listen, I'm going to try and help you out. You can stay tonight. You can stay for the evening. And you're welcome to anything. Take whatever you want in the fridge. If you're hungry, you just help yourself. That's very kind. No, it's fine, honestly. It's fine. And tomorrow, I'm going to try and get you a job. Okay? I'm going to do my very best to place you in a job. And as far as accommodation, then I do know someone they've got a caravan site. And we could possibly try and help you out there. And? Hopefully by tomorrow evening. Can I have a word? Rose? What are you doing? What do you mean, what am I doing? Well, look, I'm just trying to help a family, all right? Get off the street. Get out of that shithole. You're not Mother Teresa, you know. And there's thousands of them out there. I mean, once you start getting involved, then, I don't know, you're hooked. What do you think you're doing, saying you're going to get him a job? And I am going to get him a job. That's what I'm doing. what, and 5 years in prison? Please. Oh, calm down. No, don't tell me to calm down. I won't calm down. This is serious. You're talking about illegal workers. You don't get it, do you? You're on your own. Un extrait du film de Ken Loach, It's a Free World. Monsieur Giovannoni, que pensez-vous de ce film? Vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu, oui. Enfin, je crois que l'extrait n'est pas du tout représentatif du film. C'est un film qui n'est pas très réjouissant, mais qui montre la réalité quotidienne, effectivement, d'étrangers sans papier qui se font effectivement exploiter. En l'occurrence, Angie, le personnage principal, est une personne anglaise qui, parce que dans une situation de chômage, décide malheureusement, non pas d'aider les gens, ça c'est un extrait qui n'a rien à voir avec le reste du film, mais d'exploiter effectivement la détresse des étrangers en situation régulière pour effectivement s'en servir et se faire de l'argent. Donc c'est effectivement en revanche une très bonne photographie de ce qui peut se passer du fait effectivement de la très grande fragilité et précarité d'étrangers qui sont en situation illégale parce que l'administration ne veut pas leur en donner et qui du coup effectivement sont la proie d'employeurs peu scrupuleux qui peuvent les amener effectivement à être dans des situations d'exploitation très importantes. Ce sont des situations que vous rencontrez sur le terrain? C'est des situations qu'on rencontre un peu partout en France, évidemment, comme dans les autres pays d'Europe. Le fait de refuser à quelqu'un le droit de séjourner et de travailler, évidemment, rend cette personne, la fait devenir une véritable proie pour ceux qui ont besoin effectivement d'une main-d'œuvre qui ne va pas revendiquer tout simplement parce qu'elle vit dans la peur. Je pense que c'est un autre élément essentiel qui, pour nous, qui fonde notre critique de la politique actuelle et des méthodes employées. C'est la surenchère permanente dans l'annonce des mesures répressives crée un climat de peur au sein des populations étrangères, en situation irrégulière ou régulière d'ailleurs. Et ce climat de peur général, vraiment, ne peut qu'amener à des drames. Enfin, l'autre l'autre approximation tout à l'heure du ministre, lorsqu'il disait qu'il n'y avait aucun drame qui avait été provoqué, c'est pas pour l'exploiter, mais enfin quand même, quand il dit il n'y a aucun drame qui a été provoqué par les interpellations, c'est faux. L'été dernier, à Amiens, il y a une famille qui a été arrêtée à son domicile par la police, et le petit gamin a sauté et a failli se tuer. Donc, c'est bien pour ça que il y a 20 ans, 30 ans qu'il y a une politique de reconduite à la frontière des étrangers. On aime ou on n'aime pas, mais c'est comme ça. Et sans se faire d'illusions, ça risque de durer encore pendant des années. Au moins, faisons en sorte que le dispositif d'interpellation
d'examen des situations et de renvoi soit à tous les bouts de la chaîne respectueux de la dignité des personnes. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas aujourd'hui tout simplement parce que la pression énorme qui est envoyée par le ministre au préfet, au service de police, oblige les fonctionnaires à faire tout et n'importe quoi. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est les fonctionnaires eux-mêmes. Et je dis très simplement, monsieur Hortefeux, changez de méthode. Je ne vous dis pas de changer de politique, vous avez été élu pour ça, d'accord. Mais au moins là-dessus, changez de méthode. Les résultats seront les mêmes en termes de signal, puisque le seul fondement de sa politique en la matière, c'est d'envoyer des signaux. Il y a d'autres moyens d'envoyer des signaux, ou en tout cas celui-là, il coûte quand même très cher sur le plan des dégâts humains. Changeons de méthode. Une demande et un conseil que Madame que nous Blin, formulons, élu communiste, et le père Joulin semble acquiescer à ce que vous dites. On vous sent très, très en colère, révolté, j'allais dire. Oui, parce que mais attendez, j'ai envie de vous demander, que proposez-vous, hein? Nous y sommes, vous disiez tout à l'heure, il y a des propositions de la CIMAD, parce que le risque dans ces cas-là, c'est la déclaration du yaka. Yaka faire autrement. Alors, concrètement, que proposez-vous? Du tout. C'est pas le yaka. En l'occurrence, c'est bien comme ça que j'évoquais les choses tout à l'heure d'ailleurs. Il y a plusieurs façons d'aborder la question. Soit on discute effectivement de la politique d'immigration, et c'est complexe, et c'est pas effectivement 3 minutes ou 5 minutes qu'on va le faire. Donc il y a un certain nombre je pense, de valeurs importantes, de principes à remettre en avant. C'est ce que nous avons tenté de faire dans les travaux que nous avons faits avec l'ensemble des militants de la CIMAD. Parmi ces valeurs, il y a celui important qui est une valeur républicaine, qui est redonner tout son sens au principe d'égalité, déjà dans l'accès au droit. C'est un principe essentiel qui est quand même fondateur de la République. Mais elle concerne ceux qui sont citoyens? Non, non, non. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Tous les citoyens, oui, mais il y a tout un tas de droits fondamentaux qui doivent être respectés pour tout être humain, français ou étranger, avec ou sans papier. Et donc vous estimez qu'aujourd'hui ils ne sont pas respectés? Non, il y a effectivement un problème qui n'est pas seulement celui de ce gouvernement, qui est ancien et qui est européen, qui est effectivement une logique un peu de discrimination dans l'accès au droit ou à certains droits essentiels. Alors, ça, je reviens quand même au point de départ. On peut discuter d'une politique de fond. Mais il y a autre chose, et c'est de cela, je pense, qu'il faut peut-être aussi discuter aujourd'hui. En tout cas, et qui est au cœur, je crois, de beaucoup de crispations ou de tensions. C'est qu'au-delà de ces grands choix d'orientation politique, il y a aussi des méthodes. Des façons d'appréhender les choses, des façons de mettre en œuvre cette politique, dans la façon d'examiner les situations et de les traiter. Et ces méthodes-là doivent changer. Un exemple. Brice Hortefeux a évoqué la circulaire et la régularisation des parents d'enfants scolarisés qui a été développée en 2006. Cette circulaire avait été édictée par le ministère de l'Intérieur pour justement envoyer un peu un signe d'apaisement pour régler les situations les plus délicates. Or, qu'est-ce que l'on a constaté? C'est que cette circulaire, avant même de produire ses effets, c'est-à-dire avant même que les préfectures commencent à examiner les dossiers, le ministère avait dit ce sera tant de régularisation et pas plus. Déjà la politique des quotas et du chiffre. On s'est retrouvé dans quelle situation? C'est des dossiers qui avaient été examinés en juillet, début juillet 2006, avaient des réponses positives. Les mêmes dossiers, un mois plus tard, avaient des réponses négatives tout simplement parce que la préfecture avait atteint son quota. Désolé messieurs, dames, c'est trop tard. Il ne le disait pas comme ça, effectivement, mais on savait pertinemment que c'était comme ça. Que d'un endroit à l'autre, et d'une semaine à l'autre, les décisions étaient totalement... Donc on voit bien que cette méthode, qu'est-ce qu'il en est ressorti de la part des personnes? Un sentiment, évidemment, d'injustice, de frustration, d'incompréhension, mais surtout un sentiment de... On se moque de nous. On se moque de nous. Notre situation personnelle individuelle n'a pas été examinée. Et c'est cela, si vous voulez, qui est le plus, je pense, à la source de tensions qui peuvent se développer aujourd'hui. Les gens ont l'impression d'être méprisés. Et ça, lorsque le mépris et l'humiliation se développent, on ne sait jamais où ça peut aller. Mais vous proposez de changer de méthode, mais que proposez-vous? Changeons déjà de méthode, on changera ensuite de politique. Alors qu'est-ce que l'on propose? Tout dépend sur Alors, sans rentrer, il faut peut-être situer un peu le contexte. Il y a 75 propositions de la CIMAD. Quelle est la démarche d'ensemble? Et est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples de propositions concrètes? Alors, d'ensemble, oui. Il y en a une déjà, par exemple, c'est la signature, c'est une vieille revendication, la signature de la Convention des Nations Unies sur les droits des travailleurs migrants et de leurs familles. Il y a tout un tas de pays qui ont signé. Que la France n'a pas signé pour l'instant. Oui, la France et aucun État de l'Union européenne ne l'a signé. Déjà, signons ça. Ça définit un cadre international, un cadre juridique, une convention en gros, de protection des droits de l'homme pour aller vite dans le corpus, qui offre un cadre général à la question des droits et devoirs des migrants. Ça a quel avantage? Ça a l'avantage que
de sortir un peu l'immigration, d'une part des querelles politico-politiciennes, de sortir les politiques migratoires d'une logique purement nationale, parce qu'on n'arrête pas de vanter l'Europe, mais quand même, à quoi on assiste depuis 20 ans, c'est chaque pays mène un peu sa politique en fonction d'eux pour envoyer des signaux, soit à son électorat, soit à la population étrangère. Et de fait, une politique concertée lorsque Brice Hortefeux évoque une politique de co-développement, une politique concertée, sur le principe, bien sûr, on est d'accord. Mais encore faut-il savoir comment et à quel niveau elle se concerte, entre qui et qui. Est-ce que c'est d'État à État seulement, ou est-ce que c'est aussi en y associant les sociétés civiles et en les écoutant vraiment. Et quand je dis les sociétés civiles, c'est écouter les ONG, c'est écouter les églises et les réseaux d'églises, c'est écouter les syndicats, c'est écouter, etc. Ou est-ce que c'est... Voilà. Donc définir une politique d'immigration concertée en prenant en compte l'intérêt des sociétés d'origine, des sociétés de transit et des sociétés d'accueil, oui, bien sûr. Mais à condition que cette concertation soit réelle et que ce ne soit pas du marchandage, comme malheureusement, et là c'est pas du tout une critique unique à l'égard des Français, c'est un peu toute l'Europe qui est dans cette logique, qui marchande avec les pays d'origine ou avec les pays de transit pour... je te donne ceci, et toi, de ton côté, tu contrôles tes frontières. Hein, c'est ce à quoi on assiste avec la Libye depuis quelques années, et c'est quand même assez grotesque quand on connaît le niveau démocratique de la Libye. Les chrétiens refusent de choisir entre bons et mauvais migrants. C'est en tout cas ce que disent les évêques de France, propos qui se vérifient au quotidien sur le terrain, puisque l'Église, en effet, aide tous les immigrés, qu'ils aient ou non des papiers. Mais jusqu'où peut aller ce soutien? Parfois, il est aux frontières de la légalité. Exemple avec un prêtre parisien qui accompagne des clandestins dans leur démarche administrative de régularisation et de A à Z. Explication et reportage de Guillaume Roubert. Le doigt sur les demandes de carte de séjour d'un côté, le regard de la Vierge de l'autre. Comme chaque samedi matin, le père Philippe de Kergorlet se plonge dans ses dossiers. Depuis 2002, le père Philippe se dédie à la pastorale des personnes en situation irrégulière. Des femmes africaines pour la plupart, qu'il reçoit et conseille dans sa paroisse Sainte-Claire, dans le 19e arrondissement de Paris. L'idée, c'est de les accompagner au niveau spirituel et puis de voir comment, ensemble, on peut avancer dans les affaires administratives, quelle que soit la situation. Donc ça, c'était la notification du tribunal administratif. Ce matin, le père a rendez-vous avec Isabelle, une Nigériane de 40 ans qui aurait dû recevoir son titre de séjour. Perdue dans les arcanes de l'administration française, c'est une amie qui l'a orientée vers le père Philippe pour résoudre son problème. Oui, mais je suis fatiguée d'y attendre. C'est pour les problèmes du papier. Il vient voir les pères, il va faire tout ça, comment il faut faire. Parce que je suis une clandestine, si sans papier, on ne peut rien faire. L'autorisation n'a pas été renouvelée, ni remplacée par un titre de séjour. Je ne peux rester sans papier en règle, alors même que le tribunal administratif a reconnu mes droits. On a cette situation absurde de quelqu'un dont on reconnaît, dont la justice française a reconnu le bien fondé de la situation, mais voilà que l'administration n'a toujours rien délivré. Et on est là 9 mois après la décision du tribunal administratif. Je vais contacter votre avocat. Mais le père Philippe ne se contente pas de stigmatiser les dysfonctionnements du système français. Il n'hésite pas à dénoncer la politique froide et rationnelle que mène le gouvernement actuel en matière d'immigration. On observe actuellement de plus en plus ce que j'appelle une instrumentalisation du droit. C'est-à-dire que les résultats de police deviennent premiers. Donc il faut absolument qu'il y ait 25 000 expulsions par an. On ne peut pas chercher les résultats à tout prix. Les principes de droit ne sont pas là pour être efficaces. Ils sont là pour promouvoir les valeurs fondamentales de la République. Les droits de l'homme qui priment sur la réglementation française. Un engagement philanthropique qui le pousse parfois aux limites de la légalité, comme pour ce foyer d'accueil en Seine-et-Marne, cofondé avec un autre prêtre en 2005. Une structure reconnue par le diocèse qui héberge 5 familles le temps de leur régularisation. Au regard de la loi, une aide au séjour irrégulier, passible de 5 ans d'emprisonnement. Le pape Jean-Paul II a insisté sur le fait que les communautés chrétiennes devaient aider et être solidaires de toute personne en difficulté ou en détresse, même au risque de se mettre en irrégularité par rapport aux règlements et aux lois actuelles. Certes, disons, tout pays a un droit de maîtriser l'immigration, mais jamais au prix des droits de l'homme. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Que chacun trouve vraiment sa place avec des papiers, une maison, un travail, une famille. Le père Philippe applique à la lettre les principes de l'Évangile.
Ni militant, encore moins curé rouge et même plutôt traditionnel, il est simplement au service de ses convictions chrétiennes. Le visage d'une église accueillante et qui ne choisit pas entre le bon et le mauvais migrant. Alors, dans ce reportage de Guillaume Roubin, l'exemple d'une initiative, comme il y en a beaucoup sous des formes différentes. On a vu qu'il ne s'agissait pas d'un curé rouge, mais chez les élus communistes aussi, on peut trouver des initiatives similaires. Comment ça se passe à Bobigny sur ces questions précises ? Eh bien, nous avons un chargé de mission qui reçoit les personnes qui sont en situation irrégulière et qui les aide dans leur démarche pour demander leur régularisation. Ça veut dire que c'est la mairie elle-même qui s'occupe de ça ? Oui, bien sûr. Et je dirais quand même en préalable que, comme ça a été dit, ça fait plus de 20 ans que des politiques de maîtrise des flux migratoires sont à l'œuvre et qu'elles n'ont pas donné, qu'elles n'ont pas porté leurs fruits. Donc le principe de réalité, c'est celui-là. Hein. Je veux dire, il y a des gens qui sont prêts à mourir pour quitter leur pays, pour essayer d'envoyer de l'argent au pays, d'aider leur famille, tout simplement que leurs enfants puissent faire des études. Et toutes les politiques qui ont été mises en œuvre n'ont pas empêché cela. Donc les gens sont ici. Je voudrais dire que les gens qu'on reçoit, pour la plupart d'entre eux, ont des liens familiaux à Bobigny. Tout simplement parce que d'abord il y a beaucoup d'Algériens et que les familles sont de part et d'autre de la Méditerranée. Ça c'est le résultat de l'histoire. On l'ignore largement, mais c'est une réalité. Et que la plupart aussi, quand on leur demande s'ils travaillent, nous disent qu'ils travaillent, pour l'essentiel dans le bâtiment. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a une gigantesque hypocrisie sur ces questions. Tout à fait. Et, et je pense que je discutais avec une amie qui est inspectrice du travail, qui disait que les inspecteurs du travail avaient de plus en plus de réticence à aller sur les chantiers, parce qu'ils savaient très bien que la police arrivait après et qu'on expulsait les travailleurs qui étaient là au mépris de leurs droits, au mépris du Code du travail. Et bon, que je sache, on n'a pas entendu parler de centaines ou de milliers d'employeurs qui surexploitent ces gens qui ont été condamnés. Donc, et puis, bien avant que la loi Hortefeux était votée, on essayait de convaincre les gens, de convaincre leur employeur de demander une autorisation de travail. Bon, hein, je ne m'étends pas là-dessus, mais ça n'arrivait pas. Donc on a beaucoup de scepticisme sur le fait que, puisque c'est les employeurs, hein, dans le cadre de l'immigration choisie, qui devront demander la régularisation, que ça puisse se faire. Voilà. Les églises sont-elles des lieux d'accueil pour les sans-papiers? Les cas d'occupation se sont multipliés ces 15 dernières années. De fait, les églises sont devenues le dernier refuge des clandestins. Mais au-delà du symbole, est-ce leur vocation? En 1996, quand les forces de l'ordre évacuent l'église Saint-Bernard de la Chapelle à Paris, on se souvient d'images profondément choquantes. Comment les paroissiens ont-ils vécu cet événement? Depuis, le visage de la paroisse a-t-il changé? Aujourd'hui, la situation serait-elle gérée de la même manière par les autorités religieuses? Près de 12 ans après les faits, nous sommes retournés sur les lieux. Le reportage de François Lespès et Laure Vintroux. Paris, quartier de la Goutte d'Or, l'église Saint-Bernard de la Chapelle. Il y a 11 ans, cette église a passé 2 mois sous le feu des projecteurs lors de son occupation par des sans-papiers. Le 23 août 1996, à 7h30 du matin, son évacuation de force fait d'elle un symbole, marquant la mémoire de la France entière. Les sans-papiers ont fait éruption avec leur comité de soutien un vendredi soir. Ça a été la grande peur de Madame Lourdes qui faisait office de sacristain. On lui a pas demandé son avis, on l'a poussé et aussitôt les portes ont été fermées. Choquée par cette occupation impromptue, la communauté paroissiale va pourtant très vite refuser l'idée d'une évacuation de force. Et le lendemain, le père Henri Coindé convoquait le conseil pastoral qui définissait que les clés ne seraient pas remises à la préfecture, qu'on trouvait anormale cette occupation, sans notre avis, mais qu'on comprenait leur état de désespérance et qu'on en appelait au pouvoir public pour qu'ils fassent eux quelque chose, puisque c'était eux les responsables. En attendant un dénouement, la cohabitation se fait malgré tout dans le respect de chacun.
Ils ont tout de suite déclaré qu'ils n'occuperaient pas le chœur et qu'ils laisseraient la liberté de culte chaque fois qu'il y aurait quelque chose. Et ils s'installaient plutôt vers les chapelles de chaque côté de l'église et au fond, quoi. Et ce qui était important, c'est que quand il y avait les messes, même le dimanche, eh bien, on n'avait pas l'impression vraiment qu'il y ait, disons, une occupation, parce qu'ils se retiraient assez facilement. Mais après 2 mois d'occupation, la force publique décide d'intervenir. Le père Henri Coindé, curé de Saint-Bernard à l'époque, joint par téléphone, nous raconte. Au moment où les CRS voudraient rentrer dans l'église, on ne savait pas trop comment ça se passerait, mais on avait prévu de lire des textes, aussi de passer de la musique, en demandant aux gens de ne pas bouger, de rester assis. Bon, ça a été interrompu violemment par les CRS qui sont arrivés, qui m'ont... Le commandant de la force publique m'a arraché le micro des mains en me disant « Mais qui vous êtes ?» Je dis « Je suis le curé ». Il me dit « Vous restez là ?» Je dis « Oui, je reste là parce que ici, je suis chez moi ». Bon, ça reste quelque chose de marquant à cause de la violence, surtout, et de l'expulsion des gens, enfin, les gens qui sont pris et traînés comme des sacs et emportés. Plus de 11 ans après, cet événement douloureux marque encore la paroisse et le quartier. Là, il y a eu un acte de violence inutile, puisque la négociation était entamée, puisque tous les sans-papiers de Saint-Bernard ont été régularisés, sauf un, à ma connaissance, je crois que c'est ça. Donc il suffisait de continuer à négocier, plutôt rapidement que de laisser pourrir les situations, parce que ça faisait presque 3 mois que ça durait. Mais c'est vrai que la seule légitimité, en mettant des guillemets, de l'occupation de l'église, de cette église, c'était le fait que depuis le Moyen-Âge, il y avait une reconnaissance d'un droit d'asile dans les églises, etc. Bon, c'est purement coutumier. Mais c'est vrai que les gens, même si c'est dans la mémoire collective depuis des siècles, les gens restent attachés à cela, quoi, symboliquement, bien entendu. Un événement qui a fait débat dans le monde politique, où l'Église a bien joué son rôle d'accueil et de témoin de la dignité humaine. Mais une question demeure, l'Église doit-elle prendre part au débat politique? Père Joulin, une réaction sur ces images d'il y a 12 ans à Saint-Bernard? Saint-Bernard, Saint-Ambroise, ça a été des temps très forts, très médiatisés et autres. Mais il faut savoir que pendant un moment, il y a eu jusqu'à 80 occupations d'églises en même temps. Et dans la vaste majorité de ces cas, ces occupations d'église ont été transformées en ce qu'on appelle un accueil négocié. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont mises en place, il y a des comités d'accompagnement qui ont été mis en place dans ces paroisses. Et on a vu, en fin de compte, les communautés chrétiennes réagir avec beaucoup de générosité, extrêmement généreuse, et qui nous ont toutes dit après que ça a été un événement fort, comme on l'a entendu tout à l'heure, pour la communauté chrétienne. En disant que l'Église n'était pas forcément faite pour ça, quoi. Mais c'est des actes désespérés de gens désespérés. Alors, est-ce que l'Église a à faire ou pas un jugement politique sur la question? Elle accueille une situation, un réel, un fait. Et comment on fait pour aider des gens qui sont désespérés? C'est pas en leur envoyant les CRS. C'est pas en leur tapant dessus qu'on va lutter contre le désespoir. On essaye d'éviter quand même que ce genre de situation se reproduise, non? Ça arrive, mais on essaye toujours d'en faire quelque chose qui va être productif. C'est-à-dire qu'il ne va pas rester sur l'occupation, qui est un acte violent par lui-même, donc d'un lieu. Mais que ça débouche sur une information, sur une sensibilisation des chrétiens sur cette question-là, que des visages, des noms débouchent sur des vraies relations. Hein, et qu'on aille au-delà de la question purement et simplement des papiers. Qu'au niveau du vivre ensemble, il y a quelque chose qui se tisse. C'est ça qu'on a essayé de faire. Ça veut dire que la pastorale des migrants, elle est présente au plan national, j'imagine, pour intervenir, coordonner, être en relation avec d'autres acteurs de ce domaine. Mais c'est aussi une réalité des paroisses qui sont en France? Oui, alors ça dépend des lieux, des diocèses et des paroisses et des populations qui les composent. Mais la pastorale des migrants est présente dans tous les diocèses de France, dans différents lieux, et avec d'autres, comme vous l'avez mentionné, œuvrent à ce qu'il y ait une qualité de vivre ensemble, une recherche de vivre ensemble, parce que ce soit à Bobigny, ailleurs ou autre, ce qui est important, c'est d'arriver à vivre ensemble. Ça, c'est un bien commun. Hein.
Alors, il nous reste une toute petite minute dans cette émission. Madame Witold de Winden, on ne vous a pas beaucoup entendu, mais vous nous avez aidé à comprendre qui sont ces migrants. En même temps, ce qu'on comprend peut-être moins et ce qu'on arrive moins à dessiner, c'est aujourd'hui, quelle que soit la politique qui est menée, comment répondre à cette formidable envie d'Europe qui aspire une grande partie de ceux qui ne voient pas de perspective chez eux. Alors, c'est pas seulement une envie d'Europe, c'est une envie de vivre mieux, une envie d'Occident. Il faut voir la situation dans beaucoup de régions du monde, et ça, je crois que c'est très important. Des guerres civiles, des catastrophes naturelles, la corruption, un chômage qui est souvent à 2 chiffres, toute une série de situations très très graves qui font que les gens ils veulent vivre autrement. Et ce qu'ils revendiquent, c'est le droit de bouger, le droit à la mobilité comme droit fondamental de l'homme, parce qu'ils veulent prendre en main leur propre vie et donc faire leurs papiers pour travailler. La plupart des gens, ils bougent parce qu'ils veulent travailler, ils veulent changer leur vie, et c'est ce qu'ils disent d'ailleurs très souvent dans leur projet migratoire, et ils se disent pourquoi est-ce que moi je n'ai pas le droit de bouger alors qu'aujourd'hui on valorise précisément cette mobilité mondialisée. Merci beaucoup de nous avoir aidés à comprendre tout cela. Je voudrais remercier Monsieur le ministre Brice Hortefeux d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous avoir reçus en accordant pour la première fois un long entretien à un média sur la politique menée par son ministère. Merci à nos 4 invités d'être venus nous aider à mieux comprendre les réalités que vous rencontrez sur le terrain au quotidien. Cette émission a été préparée avec David Milia. Bonsoir David, merci. Bonsoir. Elle a été préparée également avec Emmanuel Morlin, Hélène Maronnet et tous les journalistes de la rédaction. Je voudrais remercier encore Éric Michel qui était notre réalisateur ce soir et l'ensemble des équipes techniques de KTO. Prochaine édition spéciale, ce sera le 14 février. Nous y parlerons de l'enseignement catholique entre crise de la transmission du savoir et crise de la transmission de la foi. Quel caractère propre aujourd'hui et demain pour l'enseignement catholique, avec le responsable de ce dossier dans l'Église qui est en France, Monseigneur Éric Aumonier, évêque de Versailles, et de nombreux invités. Nous essaierons donc d'y voir plus clair. Rendez-vous le 14 février. À bientôt. Bonsoir.